Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciel et Espace. Elle est consacrée à l'actualité du matériel d'observation. Il y a pas mal de nouveautés, donc on inaugure un nouveau format pour l'actualité du matériel. Ce sera plus facile de vous tenir informé comme ça sur ce type de format que dans le magazine. Au sommaire, dans cet épisode, nous allons parler d'une lunette sortie de la 3e dimension, une nouvelle caméra chez ZWO, il y a aussi un Olympus Astro, très intéressant, une évolution du Celestron Origin, un nouvel oculaire Houdini très attendu, il y a aussi du nouveau chez Seven, qui est une petite start-up qui fait des télescopes originaux en France, et enfin du changement chez Vixen. Et en fin de vidéo, je vous réserve un petit produit bonus, une pépite dont je parie que vous n'avez pas entendu parler, et si c'est pas le cas, vous me le direz en commentaire. Avant d'aller plus loin, une précision utile, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est plutôt mieux quand on parle de matériel. Et si vous voulez nous soutenir, du coup, nous vous invitons à vous abonner à Ciel et Espace. Comme on aime bien le dire, l'abonnement c'est le crowdfunding de la presse et vous pouvez profiter d'une offre à moins 20% avec le code Artemis pour votre premier abonnement à la version numérique plus papier. Je mets toutes les informations évidemment en description. Dans tous les cas, pensez à activer la cloche, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça, c'est gratuit, c'est peut-être rien pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage 2 ESR, décollage. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ces vidéos? En fait, ces dernières années, on voit qu'on a une explosion de nouveaux produits. Il y a vraiment l'offre qui est en train de se renouveler. Et c'est un peu un paradoxe en fait, parce que en ce moment, depuis quelques années, on a le marché de l'astronomie qui est un peu en berne. Et à ce sujet, j'ai fait une enquête assez fouillée que vous pouvez retrouver dans le numéro d'avril-mai de Ciel et Espace qui parle un petit peu de la distribution des cartes qu'on est en train d'observer et puis aussi des difficultés que ça peut procurer, des tensions que ça procure sur le marché. Allez, c'est parti. La première actu, en fait, c'est tout simplement le lieu dans lequel nous nous trouvons. Je suis boulevard Beaumarchais, donc ça, pour les franciliens, ça doit signifier quelque chose. En fait, on est dans la boutique Le Télescope. Peut-être que vous la reconnaissez pas, et c'est normal. En fait, le lieu a été totalement rénové. En fait, la boutique elle a été fermée pendant 2 ans pour travaux. Elle a changé de nom. Maintenant, c'est Equinox. En fait, la boutique ici appartient à Médas depuis toujours. Et il y avait déjà la marque Equinox à Lyon, une boutique à Lyon qui s'appelle Equinox. Donc là, la marque est reprise pour le magasin à Paris. Donc, vous pouvez revenir pour retrouver ici tous les produits vendus par Médas, donc du Pentax, du Celestron, du Perle, etc. Il y a tout un tas de marques. Kowa aussi important dans les jumelles. Il n'y a pas tant que ça de distributeurs de Kowa. Donc voilà, profitez de cet endroit. On n'a que 2 boutiques à Paris, puis peut-être même en Île-de-France, il me semble. Donc ça fait partie des lieux rares pour aller voir le matériel directement par soi-même. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le premier produit dont je voulais vous parler, je l'ai en ce moment en prêt. C'est cette petite lunette. Donc la 3e dimension, je vous disais une lunette de la 3e dimension. En fait, c'est le nom de la marque, le fabricant. C'est une petite start-up française. Donc comme on peut le voir, c'est totalement imprimé en 3D. Moi, j'adore l'objet. Je trouve qu'on dirait vraiment une lunette qui sort d'un dessin animé. C'est vraiment très, très rigolo. C'est une petite lunette de 50 mm par 200 mm de focale. Elle a été commercialisée au départ avec le nom ERT. Et puis là, le fabricant vient de la rebaptiser Lumi pour lui donner un nom plus sympa et plus facile à retenir. Et ce qui est chouette, en fait, c'est que la lunette, en fait, est totalement vendu en kit et en fait c'est quelque chose qu'on peut monter avec un enfant ou qu'on peut monter soi-même. Donc ça permet c'est un côté un peu pédagogique en fait pour voir comment est fait un instrument, notamment monter le porte-oculaire avec les petits roulements, etc. C'est vraiment très rigolo à faire. Et donc cette petite lunette, elle est vendue à 219 €. Je lui consacrerai un test plus complet dans un prochain numéro de Ciel et Espace avec des mesures sur la qualité optique, etc. Allez, on continue avec une caméra ZVO que je n'ai pas sous la main mais que je trouve vraiment très intéressante. C'est l'ASI 585 MM
R, alors comme son nom l'indique, en fait, c'est une caméra qui intègre un ASI-R. L'ASI-R, c'est ce petit ordinateur de ZWO là qui permet de commander le télescope, la caméra, etc. Donc évidemment, d'avoir l'ordinateur intégré à la caméra, ça permet d'avoir moins de câbles. À l'intérieur de cette caméra, on a un capteur assez bien connu maintenant, c'est un CMOS de quasiment 1 pouce, l'IMX 585 de Sony, qui a des pixels de 2,9 microns pour 8,3 millions de pixels en tout. Et l'autre truc vraiment bien sur cette caméra, c'est qu'on a aussi un capteur de guidage à côté du capteur principal, comme faisait Sbig à une certaine époque. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que là encore, on s'évite des fils et on s'évite aussi de devoir avoir un instrument de guidage en parallèle avec d'éventuelles flexions et tout. Donc c'est vraiment un produit super intéressant. L'IMX 585, c'est plutôt un capteur pour l'imagerie planétaire ou alors en ciel profond pour débuter, mais c'est un capteur qui commence à être assez populaire, qu'on retrouve intégré dans beaucoup de produits, notamment dans beaucoup de smart télescopes. Donc c'est un capteur vraiment très très sensible. Et le capteur de guidage, c'est aussi un très bon capteur. C'est le SmartSense SC2210. Il a 2 millions de pixels, c'est des pixels assez gros qui font 4 microns. C'est un capteur hyper sensible. Cette caméra, elle est vendue à 1199 € exactement. Et en fait, dans cette gamme, il y a aussi une ASI 2600 qui existe déjà, donc avec un capteur un peu plus gros, donc il y en a aussi pour tous les budgets. Mais moi, je trouve que c'est une évolution vraiment très intéressante chez SWO, qui réunit un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que dans les astronomes amateurs, il y a beaucoup de gens qui accrochent pas sur les smart télescopes parce que ils ont envie de choisir leur tube optique, ils ont envie de choisir leur monture, ils ont envie de choisir un peu tous leurs composants. Et ça, c'est vraiment le genre de caméra qui permet de transformer un instrument un peu standard, on va dire, en smart télescope avec un maximum de choses intégrées, simplifiées. Donc vraiment, moi, c'est un produit qui me plaît beaucoup sur le papier. Après, évidemment, il faudrait le tester. Ensuite, je voulais vous parler de l'oculaire Houdini 30. Alors Houdini, c'est un fabricant belge qui fait des oculaires depuis assez peu de temps. Ça fait environ 1 an que cette personne a lancé une gamme d'oculaires. L'idée, elle est vraiment séduisante. En fait, les oculaires Houdini, c'est des oculaires corrigés de la coma, pour mettre sur des télescopes Newton très ouverts. Donc, il a commencé à lancer la gamme avec un 20 mm, après on a eu un 12, on a eu un 7, et maintenant voilà le 30 mm. Et normalement, à la suite de ça, on aura aussi un 9 mm qui devrait sortir d'ici le mois de juin. Alors, ces oculaires corrigent la coma, on peut se dire, du coup, ils ont un usage un peu exclusif pour les télescopes Newton. C'est pas tout à fait vrai. En fait, si on met ce genre d'oculaire sur un télescope de type Schmidt-Cassegrain, par exemple, on arrive avec un faisceau qui est très rétréci, qui est ouvert à 10, et en utilisant seulement le centre des lentilles, la correction de coma, en fait, ne sera pas effective. Donc, ce genre d'oculaire peut aussi fonctionner sur d'autres types de télescopes. À la limite, là où ça fonctionnera moins bien, c'est sur des lunettes très ouvertes, des lunettes ouvertes à 4 ou 5. Là, cet oculaire-là est pas du tout préconisé. Mais en tout cas, sur d'autres types, sur tous les instruments de la famille Maksutov, Cassegrain, etc., pas de problème. Le Houdini 30, il est vendu un peu plus cher que les autres. Il est à 499 € pour un champ de 80 degrés et un poids de 580 grammes, sachant que les autres oculaires dans la gamme sont vendus entre 350 et 400 €. Actuellement, si on veut corriger la coma sur un télescope de Newton, il faut un correcteur de coma, le Paracore chez Télévue par exemple, et les oculaires de 80 degrés de champ, vous pouvez aller voir sur les sites de différents fabricants. Ce genre d'oculaire vaut quand même un certain prix. Donc là, le rapport qualité-prix des Houdini, entre le fait qu'on a le correcteur de coma qui est intégré à l'oculaire et le prix de l'oculaire qui est relativement raisonnable pour de l'oculaire qui se vaut plutôt haut de gamme, est plutôt assez sympa. Et à titre indicatif, j'avais testé le 20 mm dans Ciel Espace, donc je vous mettrai la référence du test en description. Ensuite, autre nouveauté importante, c'est le Celestron Origin. Donc c'est le smart télescope de Celestron que j'ai mis juste à côté de moi.
Le Smart Telescope de Celestron, quand je l'avais testé dans Ciel-Espace, j'étais assez séduit. Le problème qu'il y avait dessus, c'est que la caméra intégrée, c'était un IMX178. Franchement, il est assez ancien, assez dépassé, et c'est un capteur relativement petit. Donc à ce moment-là, en fait, ce qui est bien sur le Celestron Origin, moi que j'avais apprécié, c'est que d'entrée de jeu, Celestron, la caméra elle est à l'avant, là directement devant le miroir primaire. Celestron avait prévu qu'on puisse changer la caméra. Et du coup avait annoncé que d'autres caméras allaient venir dans la gamme de Celestron. C'est chose faite donc sur la version 2 qui intègre un IMX 578 couleur. C'est un capteur de 8,3 millions de pixels avec des pixels de 2 microns. Donc ça fait une surface de 7,7 mm par 4,3 mm. Donc là c'est un capteur vraiment un peu plus moderne. Et il y a aussi d'autres évolutions sur le Celestron Origin, notamment il y a un mode mosaïque qui est en cours de test, en bêta test, et normalement il devrait être disponible d'ici le mois de juin. Alors je vous ai dit que j'allais vous parler des Seven Scope. Le Seven Scope a été testé dans le précédent numéro de Ciel-Espace, donc vous pouvez aller voir le test sur le télescope de 250 mm, ouvert à 4. En fait, l'actualité sur le Seven Scope, principalement, c'est qu'il est enfin disponible à la vente. Il y a eu toute une phase longue de développement, de crowdfunding, et ça y est, ça arrive maintenant. Normalement, on commence à pouvoir les trouver. Le 250 mm, par exemple, est vendu à 2898 €. Donc ce qui est intéressant, c'est l'architecture de poutre qui permet une mise en température assez rapide. C'est une architecture qui peut être intéressante en particulier pour soit voyager léger, pas avoir trop d'encombrement, et en termes d'observation, le fait d'avoir un télescope complètement ouvert, c'est intéressant pour faire de l'observation planétaire et éventuellement de l'observation solaire. Il commence à avoir des demandes dans ce sens-là. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que quand j'ai fait le test dans Ciel-Espace, le télescope que j'avais, c'était un peu une bêta version. Et depuis, un certain nombre de choses ont été améliorées, notamment le porte-oculaire a été changé. Il y a eu tout un tas comme ça de petits ajustements faits. Dans le test que j'ai fait, j'étais un peu l'un des premiers à l'utiliser en conditions réelles et du coup à pouvoir me rendre compte de tout un tas de petites imperfections qu'il fallait corriger et qui depuis, pour l'essentiel, ont été corrigées. Autre actualité assez notable, alors celle-là elle me plaît bien, c'est l'OM3 Astro de chez OM System. Alors OM System, c'est la nouvelle marque d'Olympus, c'est-à-dire que le département photo d'Olympus a été détaché d'Olympus, donc maintenant c'est OM System, mais ça reste un Olympus. J'ai été le premier à le tester en France, donc vous allez retrouver le test dans le prochain numéro de Ciel-Espace, donc qui sera le numéro de juin-juillet. Alors, Olympus, si vous êtes un peu geek de la photo, vous savez que la marque Olympus est partie sur le format micro 4/3, c'est-à-dire des petits capteurs. C'est environ 4 fois plus petit qu'un capteur plein format. Donc comme ça, sur le papier, on se dit qu'un appareil astro avec un petit capteur, il y a quelque chose qui cloche. En fait, ce qui est malin de la part d'Olympus, alors évidemment, l'appareil photo est défiltré, il est sensible à l'hydrogène, aux nébuleuses hydrogène. Donc ça, c'est un peu le minimum syndical pour un appareil photo astro. Et surtout, en fait, il y a tout un tas de modes qui ont été ajoutés à l'appareil photo pour permettre d'augmenter le temps de pose. C'est-à-dire que l'appareil photo est lui-même capable d'empiler plusieurs photos enchaînées les unes derrière les autres, y compris si elles intègrent un paysage. Autre point intéressant, je trouve, sur cet appareil photo, c'est son prix de vente à 2199 €. Alors, dans l'absolu, c'est cher, mais voilà, on sait que depuis quelques années, le prix des appareils photo augmente. Tout simplement parce que la demande diminue, donc les volumes sont plus petits, les fabricants peuvent plus faire des tarifs aussi attractifs que ce qu'on voyait il y a 5 à 10 ans, parce que évidemment les smartphones prennent de plus en plus de place. Mais sur le tarif, ce qui est intéressant, c'est que la différence entre la version Astro et la version de l'OM3 standard est assez faible, elle est l'ordre de 300 €. Si on prend un OM3 et qu'on veut le faire défiltrer par un artisan, 300 €, c'est à peu près ce que ça va coûter. Donc là, je trouve que le positionnement est intéressant de ce point de vue-là, sachant qu'il y a eu des précédents chez Canon et chez Nikon d'appareils photo Astro, et en fait, où on voyait que la différence de prix entre la version Astro et la version grand public était assez forte. Une autre nouveauté, moi, qui m'intéresse, alors je sais que la marque Vixen a un peu perdu en volume, surtout sur les ventes en Europe, elle fonctionne toujours bien au Japon,
mais aujourd'hui il y a moins de ventes en Europe. On a un petit module wireless que j'ai eu en test ces derniers temps. En fait, c'est tout simplement pour remplacer la raquette de commande et piloter la monture avec son smartphone ou un Asi Air ou un peu tout ce qu'on veut aujourd'hui, enfin tout ce qui peut être connecté à une monture. En fait, ce petit module Wireless Unit remplace le Starbook 10, qui était une raquette avec une carte du ciel intégrée. On a aussi le Starbook One, qui est une raquette toute simple, donc sans le GoTo, mais moi j'aime bien cette raquette, elle est pas très chère, on la trouve au Japon. Et normalement, Bresser m'a indiqué que le Starbook One, lui, il va être continué et il devrait être disponible à la vente en Europe, normalement. Donc ça, c'est intéressant quand même, parce que je sais pas vous, mais moi, personnellement, quand j'ai une monture de télescope, j'aime bien pouvoir la piloter avec une raquette qui se met en route en 2 secondes, sans avoir fait une initialisation sur une étoile, indiquer les coordonnées géographiques. J'aime bien quand ça marche tout de suite. Après, évidemment, ça dépend de ce qu'on fait. Si on a besoin du GoTo, si on fait de l'astrophotographie, là, on va faire tout un tas d'initialisation et de réglages indispensables, c'est évident. Mais en tout cas, cette petite raquette Starbook One reste intéressante. Et alors, cette wireless unit, elle est testée dans Ciel Espace, c'est dans le numéro en cours, avril-mai 2026. Donc j'ai fait un test de la monture SXP2, qui est un peu la plus grosse des Sphinx, sur laquelle j'ai monté la lunette de 114 mm de Vixen. Et bon, le détail de ce test, évidemment, je vous invite à le lire dans le magazine, mais s'il faut le résumer, l'ensemble de ces matériels a donné totalement satisfaction. C'est des produits qui sont un peu boudés sur le marché. Alors, je sais que maintenant, on est pas mal dans les montures harmoniques, etc., mais il reste des montures équatoriales allemandes, classiques, avec des moteurs pas à pas, qui font des choses super intéressantes. Autre chose à signaler chez Vixen, alors là c'est un peu plus confidentiel, mais bientôt il y aura une raquette visiblement SBW24, donc qui va remplacer le Starbook 10. Alors là c'est complètement invisible sur le marché européen. En fait je l'ai vu présenté dans une exposition, le CP Plus 2026, qui est une exposition d'appareils photo où il y a un stand Vixen. Et ces raquettes sont présentées sur des prototypes de montures Vixen, la AX Evo, il y a une version Proto 1 et une version 2. Alors ces montures, elles sont assez intéressantes en fait, elles sont dotées d'un moteur qu'ils appellent Ogenic. Alors je vais vous montrer une animation, parce que c'est plus facile de voir en animation comment ça marche que de décrire avec des mots. Mais enfin en gros c'est avec un système oscillant. Et c'est une alternative aux motorisations harmoniques. On verra ce que ça apporte, il faut attendre que ça sorte. Franchement, là, je peux pas vous en dire plus sur ces montures, mais c'est intéressant de voir que Vixen continue à travailler dans l'innovation. En fait, il faut avoir en tête, moi, ce que j'apprécie chez Vixen, c'est que quand on a eu le Starbook au début des années 2000, c'était une grosse innovation d'avoir un écran avec une carte du ciel. Avant ça, quand on avait les Sky Sensor, il faut avoir en tête que le premier Sky Sensor, donc avec un système GoTo, c'est sorti en 1983. Ils étaient vraiment largement avant tout le monde. On a eu d'autres innovations avec des télescopes qui ont le champ corrigé, les VMC par exemple, ça c'était au début des années 2000, c'était avant les Célestron Edge HD, etc. Donc Vixen a quand même dans son ADN d'innover, et c'est vrai que depuis quelques années, on les sent un peu à la traîne par rapport à toute la pression de nouveautés chinoises chez ZWO, etc. Ils sont un peu à la traîne. Donc on espère que la marque va réussir à se renouveler. En tout cas, on voit qu'il y a des prototypes qui traînent dans certains salons et qui vont dans ce sens-là. Alors je vous disais, je vous réservais pour la fin une petite pépite, une cerise sur le gâteau dont je pense que vous n'avez pas trop entendu parler. Donc ça, vous me direz en commentaire. C'est chez Acuter. Acuter, c'est la sous-marque de Skywatcher. Donc ça, c'est pareil, ça a été présenté dans un salon au Japon, il me semble. Je crois que même au NIF, ce produit-là n'était pas présent. En fait, c'est une nouvelle lunette solaire chez Acuter. Donc le diamètre, c'est 40 mm. C'est un peu l'héritage des PST de Coronado qui n'existent plus. Donc là, l'idée, c'est de voir les protubérances autour du Soleil et en voyant tous les détails H-alpha de l'hydrogène sur la surface du Soleil.
Dessus, on a un oculaire zoom qui permettra un grossissement de 15,6 fois à 50 fois. Donc ça aussi, c'est vraiment bien de mettre un oculaire zoom. Moi, je sais qu'en observation solaire, j'utilise toujours un oculaire zoom parce que en fait, la turbulence d'un jour à l'autre varie beaucoup et le grossissement applicable varie beaucoup d'un jour à l'autre. Et si on veut avoir exactement le grossissement juste, et ben en fait, l'oculaire zoom, il n'y a pas mieux. Donc cet oculaire, il fera 5 à 16 mm. La longueur focale, elle est de 250 mm. À l'avant, on a un étalon avec une bande passante annoncée à moins de 0,6 angstrom. Donc ça, normalement, ça permet d'avoir un bon niveau de contraste. À l'arrière, on a un blocking filter de 8 mm. Ça aussi, c'est bien, hein, sachant que sur les PST de Coronado, c'était 6 mm. Mais déjà sur la Elite Phoenix, il me semble que le filtre de sortie là était déjà un peu plus grand que ce qui se faisait sur les PST. On a un renvoi à coudée, on a un petit viseur solaire sécurisé, on peut aussi mettre un pare-lumière. Le poids est de 1,9 kg, donc c'est vraiment un instrument très léger. Et le dernier truc, alors vraiment malin, je trouve, sur cette lunette, c'est surtout ça, la principale nouveauté, en fait, c'est qu'on a un système pour changer de filtre de sortie. Et normalement, si j'ai bien compris, on peut passer de la filtration H-alpha à de la lumière blanche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une lunette solaire, en fait, ce qu'on a, c'est un filtre de Fabry-Perot. Et un filtre de Fabry-Perot, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme le spectre de la lumière visible, qui est à peu près continu, en des dents de peigne. Il laisse passer tout un tas de longueurs d'onde. Donc en fait, à la sortie du Fabry-Perot, on a encore toutes les longueurs d'onde. Parmi elles, on a la longueur d'onde H-alpha. Le filtre de sortie, là, le blocking filter, il sélectionne H-alpha en rejetant tout le reste. Mais en fait, si on met un filtre solaire classique qui laisse passer toute la lumière blanche, ben on va récupérer toutes les autres raies. Donc je pense que cette lunette, c'est ce qu'elle fait. Elle va récupérer avec l'autre filtre toutes les autres raies en atteignant de la luminosité, évidemment. Et du coup, on est capable d'avoir une image du soleil en lumière blanche. Donc là, le côté instrument qui fait 2 en 1, c'est super malin de la part d'Acuter. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Je ne sais pas en fait pourquoi personne n'y avait pensé avant. Et en plus, quand on y pense, le filtre, il fait 8 mm de diamètre. Bah, en fait, c'est facile dans le même porte-oculaire d'en glisser 2. En fait, c'est tellement petit. Donc voilà, une belle évolution de ce côté-là. J'en ai fini sur cette vidéo. Maintenant, vous pouvez éteindre YouTube, reprendre une activité normale. À ciao et je vous souhaite un bon ciel.